sur le old school. This is On Air Radio. Spin-off. J'ai un problème. Ouais, mais ça nous fera aussi un tas de souvenirs. Mon Dieu. Viens parler cinéma avec l'équipe de Spin-off. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le... Sur On Air Radio. On Air Radio. Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle émission spin-off spéciale Disney. Désolé du retard, petit souci technique. Bonjour à Twitch, YouTube, Facebook, à la radio. Merci à tous de nous écouter. Petit tour de table, on retrouve Eto et Dylan, les titulaires. Comment ça va, messieurs ? Ça va et toi ? Salut, ça va super. Hein. Ça va super, il nous manque un titulaire, Zach, dont c'est l'anniversaire ce soir. On lui souhaite un joyeux anniversaire, j'espère qu'il va bien. Et on a deux invités spéciaux aujourd'hui. On a premièrement Léna qui est avec nous. Bonjour Léna. Bonjour, merci de m'avoir invité. Mais c'était avec un grand plaisir. On a Léo qui est avec nous. Léo, fan de parcs d'attractions, qui va nous faire une petite chronique sur les parcs Disney, justement. Exactement. Il nous a mis sa connaissance de Disney. Exactement. Ouais. Et petit connaisseur. Tout à fait. Tout léger. Sois pas modeste. Non, il est connaisseur et en plus, ça fait plaisir d'avoir parce qu'il était à la base, à la création du premier spin-off il y a fort longtemps. plusieurs mois, même années presque, quand on le faisait dans une salle de mairie avec les moyens du bord. Micros Exactement. sans fil, voilà. Donc c'est plaisir de t'avoir aujourd'hui. On va faire un petit tour sur l'histoire de Disney, que ce soit au cinéma, mais aussi la création des studios. Walt Disney, pour commencer, c'est une personne qui est née en 1901 et allez, première anecdote, il a des origines françaises, Walt Disney. Je sais pas si vous le saviez. Non. Attention, l'anecdote est je trouve folle. Ses arrière-grand-oncles, grand-père, je ne sais quoi, sont les comtes d'Isigny. Isigny, la crème d'Isigny en Normandie. Ses oncles ont migré en Angleterre, puis en Irlande, puis au Canada, puis aux États-Unis. Et avec la prononciation, en fait, d'Isigny s'est transformé en Disney petit à petit. Et anecdote historique, à Disneyland Paris, tous les restaurants sont fournis en beurre à base de crème d'Isigny, originaire de la ville d'Isigny. Voilà pour ce petit symbole. Un faux très spin-off. Un faux très cocorico, j'adore. Je vais passer un petit peu sur les dates importantes. 1923, création de Disney Brothers Studios, donc Walt Disney avec son frère. En 1928, c'est la première apparition de Mickey Mouse. À savoir qu'à la base, c'était Oswald le Lapin qui avait été créé donc par Walt Disney. Et ce personnage, en fait, il l'avait créé pour Universal. Sauf que quand il a demandé une augmentation suite au succès du personnage, Universal lui a dit non, le personnage nous appartient, donc va voir ailleurs. Donc il a pour ça créé Mickey Mouse. 1937 sort le Blanche-Neige et les 7 nains, le premier film en couleur sorti au cinéma, qui était un réel succès avec plusieurs Oscars remportés notamment. Suite au succès de Blanche-Neige, on a eu les sorties de plusieurs films classiques, donc Pinocchio, Cendrillon notamment. À savoir que Disney a eu quelques phases compliquées pendant la Seconde Guerre mondiale, on y reviendra juste après. En 1955, on a l'ouverture en Californie du premier Disneyland, puis Disney World en 1971. En 1983, on a le lancement de Disney Channel aux États-Unis. Voilà, donc différents changements de PDG après la mort de Disney en 1966. On a le rachat en 1995 des studios Pixar, donc qui leur permet un peu de révolutionner l'animé dans le monde 3D. En 2001, on a encore l'ouverture d'un parc Disney, California Adventure cette fois-ci. En 2006, là on a le rachat complet de Pixar pour la maudite somme de 7,4 milliards d'euros. Donc voilà, quelque chose quand même assez important. Rien que ça. 2012, on s'en rappelle, le rachat de Lucasfilm et donc de la licence Star Wars. Et 2009, l'acquisition de Marvel Entertainment, donc tout le MCU. Et en 2019, dernier achat, la Century Fox, donc producteur pourtant iconique dans l'histoire du cinéma, qui était un des premiers géants, donc qui a été racheté par Disney. 2019, c'est également le lancement de Disney Plus pour concurrencer Netflix. Et voilà un petit peu pour les infos. Et Disney a fêté son 100e anniversaire en 2023.
Incroyable. Voilà pour les petites informations. Et 25 rachat des droits de Frénésie, donc tourné par spin-off avec Lena notamment. Exactement. Vous les avez vendus combien sans indiscrétion? C'est secret. C'est indiscret. C'est très C'est secret. Frénésie sur le YouTube spin-off. Si vous n'avez pas la ref, parce que c'est vrai que quelques personnes dans le monde ne l'ont encore pas vu. Allez, il faut vraiment y aller. Ça existe? Il y en a peu, mais ça existe. Il y en a quand même quelques-uns. On fait une petite émission Disney parce que c'est l'actualité. On a Mufasa qui sort mercredi, le live action donc du personnage du Roi Lion. Et on a eu Vaiana qui est sorti il y a 15 jours. Et je crois que Eto et Dylan ont été le voir, peut-être Léna. Et Léna aussi. Et Léna également. Alors qu'est-ce qu'on en pense de ce Vaiana 2? Alors par rapport à ce qui se fait en ce moment chez Disney et par rapport au Vaiana 1 évidemment qui était un très très grand succès de Disney. Vas-y, toi, je commence. Eh bien, Vaiana 2, donc déjà, il est clairement pas au niveau de Vaiana 1. Ça, c'est évident. De toute façon, comme toute suite en général. Voilà, donc on n'a plus la découverte des personnages. Je trouve que l'humour qui marchait beaucoup dans le premier marche moins bien dans le 2, notamment avec Hey Hey, le fameux coq. Mais j'ai trouvé que ça restait quand même un très bon long métrage, un très bon dessin animé. J'étais entouré de gamins dans le cinéma, tous les gamins se sont marrés, ont tout ce kiffé. J'étais avec les deux filles de ma meilleure pote et pareil, elles se sont marrées, elles se sont régalées. Donc les avis, pour moi en tout cas, c'était un bon moment. Ok. Léna? Moi clairement j'y suis allée en pensant rien vraiment et j'ai été hyper surprise mais vraiment bien. Je trouvais que c'était une suite vraiment logique pour le coup. Ok. Et vraiment les chansons, les personnages j'ai vraiment bien aimé. Juste petit défaut, moi les personnages secondaires m'ont clairement pas touché et je les ai vraiment trouvés inutiles. Okay. Pour le coup. Mais sinon vraiment c'est ça. Mais vraiment sinon pour le coup j'ai vraiment bien aimé. C'est vrai que visuellement moi c'est là où le film m'a quand même pas mal impressionné. Je pense que après c'est la patte de Disney quand même depuis ces dernières années. Souvent visuellement ils font quand même le boulot. Après j'ai trouvé que en fait avant il y avait beaucoup de profondeur, je trouve, tu vois, dans les films Disney il y avait un vrai message, etc. Là je trouve que dans Vaiana 2 t'as l'impression que c'est un peu un film commande, tu vois. C'est plus lisse. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont voulu appuyer sur du market, ils ont dit faut un Vaiana 2, sur le succès, faut surfer sur le succès, il faut renvoyer. Moi c'est un peu ça qui me dérange, j'ai l'impression qu'ils sont pas allés au bout des idées. Alors comme on l'a dit, parce qu'on a un peu fait l'émission avant l'émission, mais là on va pas trop spoiler, mais la fin du film amène à une suite sur un troisième film. La fin est ouverte. Voilà, une fin très ouverte qui moi me hype beaucoup plus, tu vois, par rapport à Vaiana. Mais c'est vrai que je trouve que le 2 manque cruellement de fond. Je sais pas ce que vous pensez de ça, mais tu vois que c'est plus. Enfin, t'as vraiment l'impression que Disney, ils ont vraiment fait des cases pour leurs films. Là maintenant qu'ils ont Marvel, Star Wars, ça c'est vraiment pour les ados adultes. Et maintenant les films d'animation, t'as vraiment l'impression c'est visé pour les enfants et du coup c'est hyper lisse et ça manque de profond quoi. C'est exactement ce que je pense de ce qu'ils sont en train de faire avec les derniers films. C'est-à-dire que je pense que c'est des films qui vont être très bons, qui sont passables pour le grand public. Parce que moi perso quand je suis allé le voir, c'est pareil, il y avait que des enfants dans la salle et ils ont tous kiffé. Enfin tu vois, tu retrouves vraiment dans la salle ils ont voulu rentrer dans les codes du film pour enfants et en fait c'est vrai. Enfin, moi, en tout cas je pense que c'est une des directions qu'ils sont en train de prendre actuellement, notamment sur le dernier site, parce qu'il n'y a pas que Vaiana 2, je sais plus c'était quoi le dernier Disney sorti en date. Je sais plus du tout. Mais pour rejoindre du coup le fait qu'ils veulent rentrer dans les codes du film pour enfants, je suis d'accord, mais c'est ce que faisait Disney à l'époque, mais il y avait toujours une touche d'humour qui était hyper adulte, en plus des codes pour enfants, c'est ça. Que là on n'a plus. Oui, et puis les films Disney, généralement, tu les aimais enfants, mais tu les aimes en les revoyant adultes. Ouais, tu les redécouvrais. Aujourd'hui, on va sûrement faire des parallèles avec Pixar parce qu'on est obligé. Ouais, aujourd'hui, les adultes regardent un Roi Lion, un Ratatouille, ils aiment autant le film. Ouais. Alors que c'est vrai que Vaiana 2, a priori, dans 10 ans, il sera oublié. On est dans le chat, oui, dommage de perdre la double lecture, mais tu vois, c'est un peu ça. Je trouve qu'il n'y a plus trop cette profondeur-là qu'on pouvait avoir dans des anciens films. Est-ce que c'est pas un des principaux problèmes de Disney, les suites? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a aucune qui est vraiment réussie. Le principal problème du cinéma en général, les suites. Il y a eu des suites bangers, mais c'est vrai que chez Disney.
Non, pas chez Disney, dans le cinéma en général. Mais c'est vrai que chez Disney, c'est vrai que c'est un peu un problème, quoi. Mais je pense que chez Disney encore plus, c'est des vendeurs de merch. En fait, avant tout, Walt Disney, lui, c'est pas un producteur de cinéma. On va y arriver. On y arrive. Mais Walt Disney, c'est pas un producteur de cinéma, c'est un vendeur de rêves à la base. Et donc, tant que ça vendra du merch, il y aura des suites et des suites. Et voilà. Oui, c'est clair que on oublie souvent, mais c'est une entreprise avant tout. Hein. C'est une entreprise en bourse, c'est très importante pour le cinéma, mais en attendant, Vaiana 2 va faire vendre du merch comme La Reine des Neiges 3. Bien sûr. Il va faire top 50 entrées en France. Je crois qu'il a le meilleur démarrage de l'année en France. Hein. Donc vraiment intéressant. D'ailleurs, tu as raison parce que je crois que La Reine des Neiges 2 que je n'ai pas vu, donc je sais pas la qualité du film, a rapporté plus que La Reine des Neiges 1. Tellement parce que là il y avait tous les enfants des années 2005-2015 on va dire, ils ont grandi avec La Reine des Neiges. J'ai des petites cousines, c'est La Reine des Neiges, on en bouffait à toutes les sauces. Donc forcément quand le 2 est sorti, que les gens aient 5, 10, 15, 20 ans, ils ont tous été le voir, il a rapporté énormément. En fait, c'est là où c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait tu vois, t'as un effet un peu suiveur. Tu vois, t'as toujours ce truc là, c'est-à-dire que le film est clairement moins bon. Je pense que la plupart des gens sont d'accord pour dire que le 2 est moins bon que le 1, mais il arrive quand même à faire plus d'entrées que le premier. Mais oui, parce que c'est quand même fou. Parce qu'il y a la hype. Tout le monde l'attend, et surtout les enfants. Et c'est pour ça qu'ils ont fait les live action aussi. C'est pas pour la qualité du film, c'est parce qu'ils savent que ça va. C'est un sujet aussi. Mais quelle horreur les live action. Je suis désolé, mais autant La Petite Sirène n'a pas trop fonctionné, autant Le Roi Lion et Aladdin quand c'est sorti, ils ont fait un réel carton. Ouais. Pas justifié à mon avis. Non, c'est plus la curiosité, je pense. Alors qu'avant, les suites, c'était des suites qui sortaient jamais au cinéma. Ouais, c'est vrai. Tous les Cendrillon 2, les Petites Sirènes 2, les Rois Lions 2, tout ça, c'était que des films qui sortaient directement en VHS et qui étaient même là maintenant, il y a de vraies productions sur les suites parce que gros business et parce que VHS qui est devenu Disney Plus maintenant en fait au final. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils sortent leur petite prod, leur suite sur cette plateforme-là. On en reparlera aussi. Mais en parlant de VHS, aussi que ça a été très important dans l'histoire de Disney parce que quand Disney n'allait pas bien, par exemple là, après Seconde Guerre mondiale, ils ont ressorti Blanche-Neige au cinéma et ça a été encore un carton, de nombre d'entrées exceptionnelles, et avec l'arrivée des VHS ils ont trouvé une nouvelle source de revenus. Alors au début ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait ils faisaient des sorties cinéma entre guillemets limitées. Comme ça, les gens étaient obligés de se presser pour le voir. Et après, que la VHS, ils ont vraiment explosé parce que ils ont dit, les gens vont vouloir voir Cendrillon 3 fois, ils vont acheter la cassette et le regarder en boucle. Donc vraiment, ça a été très important dans l'histoire de Disney. Avant de partir un peu sur l'influence de Disney et ce que ça pèse aujourd'hui, on va se faire un petit top 3 quand même de nos films Disney. Qui veut commencer? Allez, Dylan, tu le penses? Ouais, allez, je me lance. Franchement, c'est très difficile, surtout qu'on a réduit, pas de Pixar surtout. Moi j'ai été beaucoup marqué par Peter Pan que j'avais en cassette à la maison, donc du coup je l'ai mis en top 1. C'est vraiment un dessin animé que j'adore regarder, mais là c'est plus le côté, tu vois, affection. J'aime beaucoup Mulan, que je mettrai en top 2, notamment à travers le message qu'il véhicule, parce qu'on a beaucoup accusé les films Disney de misogynie, etc. Enfin, bref. Et je trouve que c'est un film qui justement brise un peu tout ça, brise les codes. Et ensuite je vais dire La Reine des Neiges, bizarrement, en top 3, parce que c'est un dessin animé que j'aime beaucoup, malgré qu'on nous l'a tabassé pendant des années, pendant plus de 10 ans. Mais franchement, il faut être honnête, c'est un dessin animé qui est incroyable. Moi je chante les musiques avec mes nièces qui ont 8 ans aujourd'hui. Enfin, tu vois, tu peux les chanter sous la douche. Mais sans mes nièces, tu vois, tu les chantes quand même. Mais c'est pour dire l'impact qu'il a, et même vraiment, je prends plaisir à le regarder. Est-ce que du coup, faut rester jusqu'à la fin, et à la fin, tu nous fais une petite Reine des Neiges Bah, si vous êtes sage. Allez, Léo, tiens, du coup. Alors moi, en top 1, j'ai mis Pinocchio. Pour l'histoire en tout cas, et c'est un film qui n'a jamais été remake qui n'a jamais été fait en 3D, et que Dieu nous en préserve. Il y a eu un remake, mais il y a eu plein de films Pinocchio en tout cas. Mais il n'y a pas eu cette version 3D faite par Disney et qu'on nous en préserve. Alors en 2, j'ai mis Le Roi Lion. Et en 3, Lilo et Stitch. Pour le côté moral et exactement. Ito. Moi en number 1 c'est Le Roi Lion. Ça a toujours été Le Roi Lion. C'est mon premier souvenir de cinéma en plus, donc voilà, il y a vraiment une Madeleine de Proust. J'ai Hercule en 2. Je suis beaucoup trop fan de celui-là, avec le gospel en plus, les chansons je les trouve exceptionnelles. Et en 3, je vais partir sur Blanche-Neige
pour l'effet que ça a créé au niveau du cinéma, au niveau de la couleur, au niveau de voilà, Disney est né vraiment aux yeux du monde entier avec Blanche-Neige et du coup Exactement. je trouve que voilà. Un petit difficile de le regarder aujourd'hui, je trouve. Ouais, il a vachement vieilli, mais en fait par fort. rapport à ce qu'il a apporté au niveau du, c'est clair. Enfin voilà, c'est le premier à utiliser le Technicolor et ah d'ailleurs petite question parce qu'on a dit que Blanche-Neige c'est le premier long métrage à utiliser la couleur. Oui. Est-ce que vous savez quel est le premier film à utiliser la couleur? C'est pas un Disney, hein. Blanche-Neige c'est 37, le premier film c'est 39. Non, tu m'as dit de musique, je sais, mais là non, tu me. C'est le Magicien d'Oz. D'accord. Et c'est quoi? J'allais le dire. Et J'ai hésité. Voilà, fallait le dire. Ok, fallait le dire. Léna. Moi, top 1, c'est facile, c'est Le Bossu de Notre-Dame. Oh là là, merci Parce que- de parler de ce dessin. Ah ouais, qu'on parle pas assez souvent, clairement. Je suis d'accord. Ça a été financé par le gouvernement, ça, suite à l'actualité. C'est ça. Non, vraiment, les musiques, elles sont incroyables. Les personnages, j'adore. Un des meilleurs méchants Frollo. de Ouais. Disney, ouais, clairement. Avec une musique d'introduction par le prêtre là. Non, Qui c'est met je sais des plus coups qui c'est qui qui chante, c'est Clopin. c'est Clopin, Clopin, c'est ouais. vrai. Incroyable. Incroyable. Jamais vu. Oh non, t'as jamais vu. Oh my god. Excusez-le. Ouais, non, mais franchement. En 2, je mettrais Frères des ours. Waouh, ok. Ouais. Parce que clairement, l'histoire, les liens fraternels, tout ça, j'ai vraiment adoré. Parce que Phil Collins aussi. Ah, tu m'as donné envie de le Ça revoir. aide. Ah, vraiment, regarde-le. Ok. Et en 3, je dirais La Belle et la Bête. Parce que clairement, Ok. quand j'étais petite, c'était le film Disney que je regardais tout le temps. L'histoire éternelle. Ouais, c'est ça. Et donc, voilà, par nostalgie surtout. Ok, ça va. Et toi, Jérém? Ouais. Moi, je suis pas trop Disney. Le dernier Disney que j'ai vu, ça devait être La Reine des Neiges d'ailleurs. Donc ça Wow. remonte un peu. Effectivement. Du coup, ça va être beaucoup nostalgie. Top 1, Tarzan. Parce que quand j'étais petit, quand j'étais vraiment petit, vraiment, on louait des cassettes, on allait au vidéoclub et je crois que pendant 2 ans, j'ai demandé Tarzan en fait. Tarzan que je regardais en boucle. Je l'ai rematé la semaine dernière. J'adore. Et Phil Collins, toujours évidemment. Là, on nous dit du Frère des ours dans le chat. On Frère a des du ours, très- très High bien School aussi. Musical 2. Calmez-vous, les gars. On va rester sur l'animation. Ouais, les gars. l'animation, Oh my l'animation. godness. Pocahontas, on a. Pocahontas, ouais. Peter Pan, ah oui, merci. Voilà, top 2, ce sera Blanche-Neige. Parce que pareil, c'est la cassette qu'il y avait chez mes grands-parents. Je pense que je l'ai regardé plusieurs fois. Et en 3, je dirais Bambi. Bambi que j'aime beaucoup. Moi, il me déchire le cœur. Je peux plus le regarder. Regardez. Bambi que j'aime beaucoup. Ou Dumbo. J'aime beaucoup Dumbo aussi. Et pour le coup, j'ai trouvé le live action pas horrible. De Tim Burton? De Tim Burton. J'ai de Dumbo. détesté. J'ai Ouais, détesté pas aussi. trop mal. Mais voilà. Voilà pour ce top. Tarzan, on nous dit Tarzan, aussi. ouais. hein. Eh oui, Ouais, Tarzan évidemment. Jason qui nous dit Tarzan le best. Merci à toi. Bon, Dylan. Disney, ça pèse beaucoup, mais ça pèse quoi exactement? Ça pèse combien? Ça pèse beaucoup parce qu'on va essayer un petit peu de voir Disney en chiffres ce que ça donne. Alors, je ne vais pas donner tous les chiffres. Alors déjà parce que en faisant des recherches, j'ai remarqué que Disney ne communiquait pas beaucoup de chiffres. C'est une entreprise assez discrète sur ce qu'elle fait, comme beaucoup de grandes entreprises d'ailleurs. Mais bon voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc on va parler quand même d'un monument. Hein. C'est un euphémisme de parler d'un monument tellement c'est un mastodonte du cinéma et de l'industrie. Donc comme l'a dit Jérém, c'est un studio fondé en 1923 par Walt Disney lui-même. Il s'impose rapidement comme le mastodonte occidental en termes d'animation et comme un pilier de l'entertainment. Et donc voici en quelques chiffres. Donc déjà Disney, c'est 6 parcs d'attractions dans le monde. Ne t'inquiète pas Léo, je ne vais pas trop empiéter sur ta chronique. 6 parcs d'attractions, un en Californie, un en France, un au Japon. Nous avons 2 parcs d'attractions en Chine et un à Orlando, dont 9,3 millions de visiteurs et rien qu'à Paris l'année dernière. Yes. En 2022 ce En chiffre-là. 2022, pardon, excuse-moi. Parce que j'ai les chiffres 2023. Excuse-moi. Allez. Alors c'est une société de production de films située en Californie à Burbank, un studio donc avec un studio annexe nommé Pixar Studio situé en Californie également. Disney a racheté Pixar à hauteur de 7,4 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'à l'époque c'est quand même déjà zinzin de lâcher une telle somme pour le rachat d'un studio d'animation. Alors selon un site qui répertorie tous les films, courts-métrages, productions, la maison mère, etc., mais également de toutes les filiales Disney. Donc on parle d'un nombre défini de longs métrages
je vais vous demander, est-ce que vous connaissez ce chiffre, le nombre de longs métrages? Donc selon le système conventionnel, c'est plus de 40 minutes de film pour être considéré comme un long métrage. Est-ce que vous avez ce chiffre? Combien Disney a fait de longs métrages? Combien Disney a fait de longs métrages depuis la création? Donc hors court métrage, hors... mais est-ce que du coup tout ce qui est aujourd'hui Star Wars, Marvel, ça rentre dedans? Non, ça ne rentre pas. Ça rentre pas dedans. Ce ne sont pas des productions Disney. Ok. Je sais pas. Il y en a énormément. 6 000? Non, on est beaucoup en dessous. Non. Parce qu'il me l'a fait avant-hier et en fait j'ai l'impression que c'était un truc de fou. Mais c'est beaucoup alors, moins. je vais expliquer le pourquoi ce nombre paraît vraiment très très bas. Alors, on est sur... Attends. Pardon. T'as demandé à tout le monde. Pardon. C'est parce qu'on a enchaîné sur le... Mais oui, on parle de 472 films. 472 longs métrages. Alors, ça paraît pas tant que ça, au demeurant. Sauf qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de productions Disney qui sortent aux États-Unis, qui ne traversent pas malheureusement le continent et qui n'arrivent pas jusqu'en Europe. Et donc du coup il y a beaucoup de films qui font des fours là-bas. C'est un petit peu un crash test. Il fait un four, boum, on va pas lui faire traverser l'Atlantique. Et parce que souvent il y a des dates de sortie assez éloignées entre celles qui sortent aux États-Unis et celles qui sortent en Europe. Ce qui explique le pourquoi du comment. Il y a beaucoup de productions qu'on ne voit pas chez nous. Et Disney c'est également comme tu l'as dit Eto, il balance beaucoup de cassettes, beaucoup de VHS où en fait il y a beaucoup de courts métrages qui sont balancés. Et donc du coup tous ces courts-métrages là ne comptent pas finalement dans le compte final, ce qui explique un peu tout ça. Plus avec Disney Plus aujourd'hui qui balance énormément de contenu et donc on peut pas vraiment les considérer comme des longs-métrages, c'est beaucoup des adaptations, des séries, etc. Donc c'est pas un chiffre énorme. À titre comparatif, la Warner, qui est une autre société de production de cinéma, vous connaissez sûrement, est autour des 4300 films. Voilà, à titre de comparaison. Mais eux sont spécialisés dans le long métrage. Exactement. Donc voilà pour ces chiffres-là. Disney, c'est également une firme très productive. C'est 300 boutiques dans le monde, Disney. Avec rien que ça, 64 Disney Store en France. Ce qui est énorme. Ah ouais? Oui. Et pour ce qui est du merchandising, accrochez-vous bien, on parle d'un massif 54 milliards de dollars de merch à travers le monde, ce qui est absolument colossal. C'est digne d'une des 54 milliards de dollars. En une année? En une année, ouais. C'est un petit business. Il y a quand même un petit business. Et donc Disney, c'est pas qu'une entreprise qui fait du merch, pas qu'une entreprise qui fait du cinéma, c'est également une entreprise qui investit énormément dans d'autres secteurs, et notamment un secteur que j'affectionne particulièrement, qui est le jeu vidéo. Donc en injectant de l'argent dans des sociétés comme Electronic Arts, des sociétés comme Quantic Dream qui est en préparation du prochain jeu Star Wars qui s'appellera Star Wars Eclipse. Et pour la petite actualité, Disney a récemment investi 1,5 milliard de dollars dans la société Epic Games qui a les droits de Fortnite. Et donc du coup ils vont faire une vraie collab Fortnite Disney. Mickey sur Fortnite quoi. Mickey sur Fortnite, c'est vraiment incroyable. Enfin, plus je cherchais et plus je me disais mais jusqu'où cette société elle s'arrête. C'est vraiment incroyable quoi. Même dans le jeu vidéo ils investissent. Et donc il est difficile de trouver un peu les chiffres exacts, mais en tout cas Disney, au global, ça culmine à un chiffre d'affaires de 91 milliards de dollars en 2023. Là ça paraît pas, mais c'est digne des plus grandes entreprises de la planète. C'est vraiment du mastodonte. Alors pour ce qui est du streaming, pour le coup on n'a pas de chiffres au niveau des vues parce que Disney ne communique pas ces chiffres-là malheureusement. Disney Plus est une plateforme qui a eu énormément de mal à se lancer, qui a eu du mal à être rentable notamment sur les premières années, mais c'est en 2023 qu'en fait la plateforme devient rentable avec 321 millions de dollars au cours des 3 derniers mois. Voilà, c'est vraiment des chiffres. Ça a mis du temps à se lancer, mais ça a mis du temps à se lancer, mais ça va partir. C'est sûr que ça arrive. Et puis ils ont fait le truc Star aussi dedans où ils ont mis des films hors Disney aussi. Tout à fait. Voilà, ils se mettent un peu à racheter. Alors ils achètent beaucoup un peu des vieilles séries de l'époque. Parce que j'ai été faire un petit tour. Il y a des séries comme Lost, comme Alias, comme Prison Break. Ils aiment bien acheter, jouer un peu sur cette. J'ai l'impression qu'ils jouent toujours un peu sur cette nostalgie-là. Ils vont chercher un peu le vieux public, etc. pour pouvoir le ramener sur la plateforme. Walt Disney sait que c'est la nostalgie qui fonctionne et c'est ça. Enfin, et c'est ce qu'il a remarqué quand il a ressorti Blanche-Neige 10 ans après la sortie du film. Il a fait autant d'entrées que la première fois et c'est là qu'il est resté sur cette valeur de la nostalgie fonctionne dans le merch et c'est son point de vue en fait pour toute
pour toute création Disney. Ça fait une très bonne transition parce qu'en fait, quand on parle de nostalgie, on parle vraiment de transmission de génération à génération. Et en fait, les enfants nés aujourd'hui, en fait, ils connaissent les contes originaux de Disney. Et c'est ça que je trouve incroyable parce que quand vous parlez aujourd'hui de cinéma, on va vous dire Le Magicien d'Oz sorti en 1900, je sais combien. Bon bah, je suis pas sûr que tout le monde l'ait vu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'aujourd'hui, si vous dites Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle et la Bête, absolument tous les enfants d'aujourd'hui connaissent ces contes-là. Ouais. Même s'ils n'ont pas vu le dessin animé, ils le connaissent de toute façon. Et c'est ça qui moi m'a beaucoup surpris, notamment quand j'ai été voir Vaiana 2 parce que la salle était inondée de jeunes gamins. Marrant ça. Non mais excellent. Ouais voilà. Et en fait j'entendais les parents qui discutaient un petit peu des différents Disney avec leurs gosses et en fait les gosses connaissent absolument tout quoi. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment calés même sur l'univers étendu, ce qui m'a toujours un peu fasciné. Et donc voilà, pour moi un peu cette transmission là, pour moi c'est une des véritables clés du succès de Disney et assurer à la fois la continuité des anciens mythes, des animés et notamment des animés de nouvelle génération parce que maintenant Vaiana, La Reine des Neiges, etc. c'est vraiment des dessins animés qui sont rentrés dans la culture populaire quoi. Enfin, je veux dire, La Reine des Neiges, on s'est fait tabasser par Libéré Délivré pendant plus de 10 ans. Donc c'est-à-dire que celui qui me dit qu'il connaît pas ça, vraiment c'est impossible. C'est vraiment véritablement impossible. Et puis bien évidemment Disney s'élargit de plus en plus dans différents domaines avec le rachat de Star Wars, le rachat de Marvel qui étend encore plus son influence sur le cinéma, le jeu vidéo, les séries, le court-métrage. Et voilà, pour moi c'est deux licences qui ont permis d'ouvrir avec un nouveau public qui est pas forcément réceptif à cette collaboration malheureusement, notamment pour le cas de Star Wars qui pose un petit peu problème avec les dernières productions qui ont eu un succès critique plutôt mitigé, je pense qu'on n'a pas peur de le dire. Et mitigé, c'est gentil. Mitigé, ouais voilà, c'est pour rester très poli, Star Wars 9 est une énorme merde, mais voilà. Et pour ce qui est de Marvel, c'est pareil, on a quand même une licence qui commence à s'essouffler un petit peu, notamment au niveau des dernières sorties, ça commence à faire des fours. En fait, quand t'en fais tout le temps, au bout d'un moment, on a plein le cul. On va rester focus sur l'animation, mais c'est vrai que Marvel post Endgame, c'était le truc tout en haut. Et en fait, les films déjà ont baissé en qualité. On a eu des séries qui sont sympas, mais en fait, c'est trop. Déjà, en tant que fan Marvel à base, c'est hyper tendu de tout suivre. En tant que personne qui aime bien, sans plus, c'est impossible de tout suivre. Et du coup, la qualité descend également. Et c'est vrai que Marvel, donc 2019, Endgame, là, disons. Moi personnellement, il y a Captain America en février, c'est un peu la dernière chance. C'est-à-dire que si Captain America me plaît pas, je pense que je lâche l'affaire. Je vais même pas y aller. Enfin, déjà, je l'ai déjà lâché parce que Kraven, je pense pas que je vais le voir. Alors qu'avant, cette période 2008-2018, Marvel sortait. Les 23-25 films là. Voilà, t'allais tout le monde qui aimait bien un minimum le genre, allait le voir. Aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui plaît autant. Et peut-être avoir voulu tout prendre. Mais ils sont encore en train de se perdre et je pense que. Ils doivent rentabiliser aussi. Bien sûr. Et surtout, c'est ça qu'il faut pas oublier. Mal aussi. Comme le disait Léo, c'est une entreprise Disney. C'est-à-dire que même si le succès critique, on en parlera, a été à certaines périodes, tu vois, quand même assez compliqué, eux ils sont là pour faire du bénéfice. S'il y a des entrées en salle, il y a des sous qui rentrent. Donc des prods vont continuer à sortir. Et donc du coup, en fait c'est un peu. Désolé de dire comme ça, mais c'est un peu aux fans en fait de taper un petit peu sur la table, tu vois, aux fans de Disney de dire voilà, je sais que c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup, maintenant ils visent beaucoup les gamins, donc c'est compliqué de dire à un gamin tu ne vas pas aller voir Vaiana 2, on va boycott, tu vois. Et surtout que par rapport à Star Wars, les gamins ont été vraiment hypés par la trilogie, la dernière qui est sortie. Donc ça va continuer. C'est compliqué. Ouais, c'est ça. En fait, on se retrouve dans une spirale où en fait, j'ai l'impression que ils ont changé de cible et qu'en fait maintenant, nous, on n'est plus du tout. Au niveau Star Wars. Et on en revient au même encore une fois, c'est que depuis que Disney a racheté Lucasfilm, le merch Star Wars ne s'est jamais aussi bien vendu. Oui, finalement. Exactement. Parce qu'ils ont trouvé des images fortes, une image féminine très forte qu'ils ont amenée au centre du projet. Et que le 7 et le 8 sont pas si mauvais. Si on va faire une spéciale Star Wars, mais le 7 et 8 sont pas si mauvais. Rogue One a été une excellente production. Et dans les séries, il y en a quelques-unes qui restent démarquées, mais c'est le trop plein là je pense qu'ils vont commencer à lâcher petit à petit, ils vont lâcher certains trucs, ils sont obligés. Mais voilà, de toute façon Disney, ils ont déjà eu plusieurs fois dans leur carrière des passages à vide, déjà au lancement, et ça n'a pas été très facile pour Walt Disney. On disait pendant la Seconde Guerre mondiale, après le succès de Blanche-Neige et de Pinocchio, c'était très compliqué. Ils ont réussi à rebondir finalement, mais c'était vraiment pas loin de la faillite. Dans les années 70
70, c'était également très compliqué. C'est revenu après dans les années 90. Mais parce qu'il y a eu un changement de propriétaire. Il y a eu un changement de propriétaire. T'as la mort de Walt Disney aussi à la fin des années 66. Walt Disney a fait beaucoup de mal au studio. Je vais en parler de ça. Ouais, ok, ça marche. Et donc, Léna, toi, tu vas nous parler du passage à vide en fait de Disney au début des années 2000, parce que c'est vrai que c'est une période où il y a eu des films qui aujourd'hui sont peut-être reconnus, mais à l'époque qui n'avaient pas fonctionné. Qui même aujourd'hui sont pas les plus connus, clairement. Hein. C'est sûr. Et en plus, c'est une période hyper intéressante parce que là, c'est une période où Disney fait face à ce qu'il n'avait pas trop avant, donc la concurrence. Parce qu'en fait, il y a Pixar qui arrive quand même en balle, il y a DreamWorks qui sort un film d'animation exclusivement en 3D en 2001, qui fait un vrai carton. Là, j'ai mis le budget, il était de 60 millions. Shrek. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu dis avant? Ah pardon, je savais pas. Non, mais je savais pas. Il a tué le suspense. L'histoire de DreamWorks, on en parlera peut-être vite fait, mais elle est exceptionnelle. Non, oui, Ouais. Vas-y, je te laisse. Mais du coup, Shrek qui a fait vraiment un gros carton et qui a vraiment montré à Disney déjà qu'il faut passer à un moment à la 3D, parce que eux vraiment c'est un truc qu'ils avaient encore jamais fait. Et là avec Toy Story qui sort, Shrek, enfin ils se rendent compte que clairement la 3D c'est le futur. Et un peu l'émergence des animés japonais aussi en France qui je pense ont fait peut-être un petit peu de mal à Disney sûrement, aussi à cette époque-là. Et en plus Shrek qui a touché autant les enfants que les adultes, chose que Disney avait du mal à faire quand même à l'époque. C'était beaucoup les enfants. Là, pour dire, les films qui sont sortis à la période juste avant, c'était La Petite Sirène, Pocahontas, vraiment des films pour les enfants qui ont surtout marqué les enfants. Mais qui parle quand même de points assez Bien forts, sûr. notamment Pocahontas de l'histoire Bien américaine. sûr, mais qui a pas marqué autant que Shrek, tu vois, Non, au c'est grand. vrai. Même nous encore maintenant, c'est un dessin animé qu'on regarde tous. Enfin. Et Si. Pocahontas, il y est là. Ouais, il y a du Pocahontas. Oui, On a du Ratatouille, du Tarzan. Et du coup, Disney se dit allez, on essaye de faire une transition. C'est pour ça que la période d'ailleurs s'appelle la période de transition. Ils sortent en 2001 Dinosaures, qui est le premier film en images de synthèse sur décor complètement naturel. Je l'avais vu au cinéma. Et ah ouais. Et ben justement, petit truc que j'ai vu et que j'ai trouvé incroyable, c'est que Dinosaures est le plus gros succès de tout Disney en termes de spectateurs. Dites-vous qu'il a ramené 5,2 millions de spectateurs en France. Alors, quoi? Et à côté, la Reine des Neiges, elle en a ramené 5,1 millions. Donc même la Reine des Neiges n'a pas dépassé Dinosaures. Petit pied. Non. C'est autre chose. Dinosaures, c'est en 2001. C'est vraiment en synthèse. En décor naturel, comme elle a dit. D'accord. Et je n'ai jamais et ben, entendu parler de ce dessin animé. Et C'est ben, vrai. Je te jure que c'est vrai. C'est plus un film. Ouais. Ok. Ouais. Et clairement, tu vois, c'est ce que je voulais dire, c'est que même si le film il a ramené énormément de spectateurs et que tout le monde était vraiment, le film est très beau. En fait, t'as l'impression que vraiment Disney, ils ont tout misé là-dessus. Et à côté, l'intrigue, les personnages, ils l'ont clairement laissé de côté. Et c'est pour ça que même encore maintenant, c'est un film. Enfin, si je vous demandais de lister les films de Disney, clairement, soit vous le listerez pas, soit il serait vraiment très loin derrière. Ils sortent pas dans les premiers, c'est clair. Non. Ouais, voilà. Et du coup, juste après, ils reviennent quand même à de la 2D. Et il y a quand même une petite particularité, c'est le personnage principal, qui est un personnage égoïste, narcissique et égocentrique. Je sais pas si vous savez de qui je parle. Un film. Le personnage principal, ouais. Film d'animation. Non. C'est Cusco. Ah ouais. Trop marrant, Cusco. Ouais. Et ben justement, qui plaît quand même pas mal par son humour. Même encore maintenant, il y a des répliques cultes qu'on connaît tous. Donc quand même un bon début pour Disney, tu vois. Sauf Jérémy. Moi, Mais toi, t'as pareil, C'est vrai? Ah ouais. J'ai jamais accroché. Je trouve super drôle ce dessin animé. J'ai jamais accroché du tout. Justement, quand il sort, Royal il Cusco. divise un peu, mais ça fait quand même son petit bout de chemin, clairement. Au début, donc tu te dis Disney commence bien, sauf qu'après, clairement, ça tombe à la renverse un peu, parce que Disney sort les deux premiers films d'animation en science-fiction. Ok. C'est Atlantide. Oh, j'adore. Et la planète au trésor, non? Oui, mais attends,
Pardon, putain, je suis désolé. Non, pardon. Faut que j'arrête. Coupez-moi mon micro. Il y a Zach Désolé. qui nous dit bisous. Salut, Zach. Et bisous à toi, Zach. Bon anniversaire. Les anniversaires. Max de bon anniversaire dans le chat pour Zako. Ouais, du coup, Atlantide qui a un récit d'aventure avec la seule princesse Disney de toute cette période, qui est clairement pas la princesse Disney qui ressort aussi. Et en fait, le film est pas un carton, surtout aux États-Unis. Disney avait clairement misé là-dessus. Le film, il a coûté 100 millions. Aux États-Unis, il a rapporté 86 millions. À perte. Échec. Donc, pour le coup, c'était un échec. Et après, il décide de sortir La Planète au Trésor. Incroyable. Et là, personne ne l'avait deviné. Et clairement, tu vois bien la transition avec la 3D, parce que dans La Planète au Trésor, tu vois l'image de synthèse, tu vois de la 3D. Ça reste quand même la plupart du temps sur de la 2D, mais tu vois quand même que Disney commence à réfléchir et qu'ils font une petite transition. La Planète au Trésor, qui est le deuxième plus gros échec de Disney. Wow. Pour dire, ils avaient mis un budget de 100 millions, non, excusez-moi, je vois plus, de 140 millions, et le film en a rapporté 110. Ah, effectivement. Donc clairement, donc clairement, ça a bien piqué. Et ce qui peut expliquer ça, c'est qu'il est sorti en même temps qu'un gros film d'une grosse saga. C'est Harry Potter et la Chambre des Secrets. Aïe. Ouais, Petit film. oui. Tout petit film d'auteur. Ouais, voilà. Donc clairement, les gens, ils ont préféré aller voir Harry Potter que La Planète au Trésor. Et on Puis peut David pas Hallyday qui fait la BO aussi. Aussi. On peut pas leur en vouloir. Oui. Mais tu vois quand même avec La Planète au Trésor, vraiment Disney, là, avec le style un peu steampunk, tu vois que quand même ils allaient vers les pré-ados, adolescents. Bon, ça n'a pas du coup marché, hein, parce que en plus Harry Potter Chambre des Secrets, c'est un peu le même, un peu les mêmes spectateurs que ça vise, donc clairement ça n'a pas marché. Et après, du coup, avec ces deux échecs-là, Disney ils se disent bon allez, là stop, on passe à la 3D. Mais ils ferment quand même 70 ans de 2D avec La Ferme se rebelle. Qui, ouais. Pas vu. Ouais, bah pas beaucoup de gens l'ont vu, clairement. Je crois que je l'ai vu par contre. Je l'ai vu aussi. C'était. et ben, non, vraiment, c'est pas si nul, mais bon. Vraiment c'était pas au rendez-vous, les gens ont vraiment pas kiffé. Les personnages sont assez plats, c'est vraiment enfantin en fait, donc clairement ça a pas plu du tout. Et donc Disney sort ensuite son premier vrai film entièrement en 3D. Qui c'est un peu comme la fin de la 2D, clairement, hein, c'est pas apprécié, c'est Chicken Little. J'ai trouvé ça sympa, Chicken Little. Il y a les images, là, j'ai vu un truc, le comparatif de Toy Story en 95 et de Chicken Little en 2005, à 10 ans, mais c'est terrifiant. C'est terrifiant. Vraiment, ils étaient pas encore au point, ce qui amène peut-être la suite. Je te laisse continuer. Non, mais de toute façon, Chicken Little est même encore aujourd'hui considéré comme le plus mauvais film de Disney. C'est vrai ? Ouais. Par beaucoup de fans. Clairement, il a pas été au rendez-vous non plus. C'est quoi ce poulet ? Ouais, c'est ça. Et du coup, après, bon, ils ont continué avec la 3D. De toute façon, même avec la 3D qu'on connaît aujourd'hui, ils ont sorti juste après Bienvenue chez les Robinson, qui clairement. Je t'allais dire bienvenue chez les ch'tis. Ah non. Ah, j'ai loupé une étape là. Non. Bienvenue chez Robinson, je n'ai jamais entendu parler de ça. Pour te dire, en fait, c'est ça, hein, c'est que des films qui ont clairement pas marqué les esprits. Parce que je me rappelle, c'était le même période où je regardais Tarzan 2 en DVD, mais je crois qu'il est pas sorti, ça a été un direct DVD sur ça a fait un four, on dit. Ouais, exactement. Et pas de blague, pas de blague là-dessus. Pas de blague. Et d'ailleurs, pour dire que c'était vraiment une mauvaise période pour Disney, ils sont passés à la 3D parce que j'ai été un peu étonnée, mais apparemment à l'époque, la 3D coûtait moins cher à faire que de la 2D. D'accord. Ok. Et pour dire quand même, il y a eu des fermetures de studios et des baisses d'effectifs à ce moment-là quand même pour Disney. Ok. Donc ils se sont dit la 3D c'est le futur et en plus ça coûte moins cher. Donc, et puis il fallait essuyer les échecs aussi, donc ouais, clairement. Pour redorer son image. Même là, le film qui clôture la période, c'est Volt, qui est quand même un petit succès, mais quand tu regardes, par rapport à Disney, clairement, par rapport aux anciens, c'est pas les succès dont ils avaient l'habitude. Hein. Donc
en gros, pour conclure tout ça, Disney a fait un passage à la 3D que moi je trouve quand même pas mal. Même Chicken Little, moi je l'apprécie. Mais en plus, les films de cette période, je les trouve vachement intéressants parce que clairement, c'est des films que Disney n'avait pas l'habitude de faire. C'est vraiment tous les films, ils sont originaux. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, il n'y a qu'une seule princesse Disney, alors qu'avant, la période d'avant, comme je disais, il y avait La Petite Sirène, Pocahontas qui sont sortis. Enfin, clairement, ils misaient tout là-dessus. C'est que des princesses en fait, quasiment. Ouais. Que là, vraiment, ils ont fait un changement radical. Déjà, t'as pas beaucoup de personnages féminins vraiment au premier plan. Et c'est beaucoup des récits d'aventure, ils ont essayé vraiment la science-fiction. Tu vois que vraiment par rapport, à côté, pour faire face à la concurrence, vraiment ils ont essayé d'être originaux. Et de vraiment ressortir des thèmes qu'ils n'avaient pas fait, même l'amour, tu vois, qui d'habitude c'est l'amour entre le prince et la princesse. Là, clairement, c'est plus de l'amour familial, tu vois, même fraternel, paternel avec La Planète au Trésor. Vraiment, tu vois qu'ils ont essayé de nouvelles choses et je trouve que ça fait toujours, ces films-là, ça fait quand même une petite bouffée d'air frais, tu vois, à côté des autres Disney. Vraiment, si tu veux des films qui changent, les films de cette période, c'est franchement, c'est top. Si je peux me permettre, j'ai quelques chiffres à vous soumettre. Alors, là, on est en termes de bénéfices, mais tu vois, Chicken Little qui a fait un four en termes d'entrée, il a fait 524% de bénéfices, de rentabilité. Ça a coûté combien aussi cette Alors, merde ça n'a vraiment pas coûté cher en fait. C'est un film qui a coûté vraiment pas cher et en fait, qu'il y a eu alors, on est sur du 314 millions de dollars à l'international. Attention. En bénéfice. Mais ça, c'est un bénéfice. En termes de bénéfices. Voilà. Donc, oui, effectivement, en termes de critique. C'est des films qui rencontrent pas du tout leur public. Non, mais en plus, la 3D, du coup, parce que j'ai regardé un petit peu, et pour dire, en fait, Toy Story, qui est sorti par Pixar, a coûté 33 millions à peu près de dollars. À côté, Pocahontas, qui est sorti la même année et qui lui est en 2D, a coûté 50 millions à Disney. Wow. Donc tu vois quand même qu'il y a une bonne marge quand même entre la 2D et la 3D, tu vois. Ah ouais, ça prend moins de temps. Ah bah c'est clair. Ouais, puis moins déjà. Puis surtout que ça montre que même chez Disney, comme dans la vie pour tout le monde, c'est bien de se planter pour réussir à arriver à quelque chose. Ouais, parce qu'après, tu vois, ils ont sorti des réponses, La Reine des Neiges, Vaiana, qu'on connaît aujourd'hui, tu vois. Exactement. Et du coup, ils ont employé quand même la technique que tous les studios ne peuvent pas se permettre. Pixar fait des meilleurs films que nous, on les rachète. Oui, comme ça c'est fait. C'est plus simple. Plutôt efficace à ce niveau-là. Merci Léna. T'as peut-être Non, après moi je voulais faire par rapport à aujourd'hui. Je trouve que vraiment l'originalité c'est quelque chose qui manque aujourd'hui à Disney. Et je pense que ça ferait du bien un peu parce que là, en fait, ils font beaucoup de suites, beaucoup de live action. Et clairement, je pense qu'un peu d'originalité comme à l'époque. Après, ils ont essayé des petits trucs comme ça. Alors, Coco, c'est Pixar, Disney, je sais plus. Je crois que c'est Disney, les deux. Il y a eu des trucs genre El Canto, mais des trucs qui sont passés totalement à la trappe. Il y a même eu Wish pour les 100 ans de. Alors, El Canto, c'était quand même pas mal. Moi, Coco, j'adore. Il y a eu une BO qui a quand même pas mal cartonné. El Canto, tu vois. Elle a la musique. Ah oui, elle est incroyable. Princesse et le dragon, je sais pas quoi là. Princesse et la grenouille. Princesse et la grenouille. Il y a un truc, le machin et le dragon. Ah, c'est Peter Elliot le dragon. Non, toujours pas. En 2021, je crois, je demande la VAR. Donjons et Dragons. Regarde Disney 2021. 2021, il y a Raya et le dernier dragon. Ah oui, Raya et le dernier incroyable. dragon. Perso, j'ai jamais entendu parler, je sais pas. Ouais, mais même tu vois, j'ai regardé pour l'année à venir, c'est pratiquement que des live action qui sont annoncés. T'as Lilo et Stitch, t'as Lilo et Stitch, t'as Blanche-Neige. Si t'as Elio qui va être un nouveau film du coup. Mais on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'ils surfent sur la nostalgie. Parce que c'est quelque chose qui fonctionne toujours. Et maintenant il y a des gros moyens pour en faire en réel. Ils ont la pression parce qu'il y a eu le Mulan, qui est le fameux film sort pendant le Covid, qui a été un flop total. Il y a eu la petite Sirène qui a été un flop total aussi. Alors je pense que Blanche-Neige, quand même, il y a un peu plus d'espoir. Même si encore niveau casting, il y en a qui étaient pas contents. Je regardais les chiffres là après la période Covid, donc fin 2008, c'est ça. Mais après, c'est pleine balle. Niveau bénéfice, t'as la Reine des Neiges qui arrive, non juste après, non Reine des Neiges 2 et le Réponse, non, qui arrive pas loin après. Le plus rentable, c'est le live action Le Roi Lion. Mais on est sur 1,6 milliard de. Petite anecdote réponse. Est-ce que vous savez que ce film a coûté plus cher qu'Avatar? Premier du nom. Ah ouais. C'est totalement fou. Merci.
Il n'y a pas de problème. Raya, c'est trop bien. Il y a des choses intéressantes à droite à gauche, mais ça reste globalement assez plat ces dernières années. c'est ça. Ouais, c'est ce qu'on retient. C'est ce qu'on retient malheureusement. Et toi, tu as un petit point aussi à nous faire sur une autre période. Non, j'ai pas un point sur une autre période. C'est que, en fait, dans mes théories, il y a un moment donné où je mentionne, mais c'est vraiment. Et on y vient. On part sur les théories. À toi de jouer avant qu'on parle des parcs d'attractions via Léo. Ça marche. Il y a beaucoup de théories dans le monde Disney. Il y a les vidéos de Sofiane qui en parle beaucoup. D'ailleurs, Sofiane qui a sorti une vidéo de 2h30 sortie aujourd'hui même sur Disney. On n'est pas en partenariat Sofiane, malheureusement, mais Sofiane qui nous écoute, non, je pense pas. Mais voilà, donc théorie. Donc j'ai choisi quelques-unes. J'ai 3 théories plus une théorie que je défonce, qui est fausse, et plus une théorie du complot. Alors désolé pour le live, j'ai des photos, je vais pas pouvoir vous les montrer parce que c'est galère. Mais bon, première théorie, commençons déjà par le rapport entre... Oh, ça triche. Voilà. Commençons par le rapport entre les 2 premiers longs métrages de Disney, Blanche-Neige et Pinocchio. Donc premièrement, les 2 histoires se passent au 19e siècle. Deuxièmement, Blanche-Neige se passe en Allemagne et Pinocchio en Italie, donc 2 pays peu éloignés géographiquement. Et troisièmement, nous avons un personnage qui semblerait être dans les 2 longs métrages. Oui. Si. Tu connais ça. Je peux permettre une anecdote avant que tu enchaînes. Pourquoi ils ont fait Pinocchio ? Parce que Blanche-Neige a été un carton total en Italie, donc ils ont pris Pinocchio qui est une des légendes les plus connues en Italie pour en faire. D'accord. C'est malin. C'est magnifique. Et donc on parle de quel personnage ? On parle de Pinocchio. Non, Simplet. Et donc chez Pinocchio de Geppetto. Voilà, donc Simplet qui serait Geppetto. Donc voici les raisons pour lesquelles cette théorie est très sensée. Donc déjà physiquement, on a les 2 personnages qui ont le même petit nez rose. Effectivement. Ça déjà c'est la première raison. Même les yeux. Et les yeux bleus. Ensuite, le rêve le plus fou de Geppetto est que sa marionnette parle. Ce serait lié au fait qu'il avait des difficultés à parler étant petit, comme Simplet, et donc difficulté à se faire des amis. Il veut aussi que Pinocchio aille à l'école pour s'instruire et ne pas être pris pour un idiot, un Simplet. Et quel goûter il lui donne ? Une pomme rouge. Et alors pourquoi il aurait habité avec les 6 nains ? Eh bien parce que les nains l'auraient pris lui-même pour un nain, étant enfant, et plus tard, le voyant grandir physiquement, il l'aurait expulsé de la maison et de la mine, poussant Simplet à quitter le pays pour notamment l'Italie. D'ailleurs, quand on voit le village de Pinocchio au début du film, on voit des montagnes derrière qui pourraient s'apparenter aux Alpes, donc l'Italie du Nord. Et les nains vivent dans une forêt en Allemagne qui peut rappeler la forêt noire, donc au sud de l'Allemagne. Les 2 pays étant reliés par 5 jours de marche selon Google Maps. Et donc cette théorie est plus que plausible. Donc du coup Pinocchio serait un préquel finalement de... Ce serait une suite. Ouais. Un préquel, puisque dans Pinocchio tu dis qu'il est petit, il sorti après. Non, c'est Geppetto qui est Simplet. Merci de suivre et de ne pas être sur son téléphone. Excuse-moi. Théorie numéro 2, Ariel et Hercule sont cousins éloignés. Tout simplement, Zeus a un fils, Hercule. Zeus a un frère, Poséidon. Poséidon a un fils, Triton. Triton a un fils, a une fille, Ariel. Voilà, ça c'est fait. Ok. Théorie. Donc là, je vais passer à ma petite théorie du complot. Wow. Ah, c'est là que j'adore. J'adore. Elle m'a régalé. Donc, je vais essayer de la faire version reportage télé. Théorie du complot. Des animaux qui parlent et des mondes imaginaires. Et si Disney faisait l'apologie de la drogue et des effets ? Des héros qui ont tout d'abord l'air de toxicomanes, comme vous pouvez le voir en photo. Ensuite, Dumbo qui voit des éléphants roses. Et Gaston de La Belle et la Bête, accro aux stéroïdes. Nous avons ensuite Madame Mime de Merlin l'Enchanteur, clairement sous MDMA. D'ailleurs, Madame Mime est l'anagramme de Miam MDMA. Coïncidence ? Je ne crois pas. Mais le pire, c'est Alice au pays des merveilles. Elle fume le narguilé, mange des champignons hallucinogènes et se remplit le nez de cocaïne. Ça ne choque personne ? Et dans Le Roi Lion, Mufasa demande à Simba de regarder les étoiles. Et quand on relit les étoiles, ça donne quoi ? Une feuille de cannabis. En 2006, Disney rachète Pixar. Dans l'ordre chronologique, qui a possédé Pixar ? Nous avons d'abord Lucasfilm, ensuite Steve Jobs et maintenant Disney. Et si on met les initiales à la suite, ça fait LSD. Encore une drogue. En 1936, c'est la première convention mondiale contre le trafic de drogue.
Réponse des cartels de Walt Disney l'année suivante, Blanche-Neige. Neige qui est une allusion claire à peine voilée à la cocaïne. Et que fabriquent les nains dans la mine ? De la cristalmette. Autrement dit, de la méthamphétamine. Et prenons également 4 de ces 7 nains qui nous montrent les effets de la drogue. Joyeux, grincheux, dormeur et simplé. Donc maintenant, vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Excellent. Pas mal du tout. Voilà. Tiré bien sûr du complot sur Canal+. Voilà, exactement. Vous pouvez retrouver la chaîne sur YouTube. Second degré, plus. Théorie numéro 3, donc ça c'est la théorie que je détruis. Et en même temps, je vais enchaîner avec la dernière. Donc, déjà, je mets fin à ce que beaucoup croient, c'est quand Scar joue avec le crâne, voilà, dans la grotte, tout le monde a pensé que c'était celui de Mufasa. Eh bien non. Ça, c'est un crâne de lion. D'accord. Voilà, ça c'est un crâne de lion. Et ça, c'est un crâne de babouin. D'accord. Et donc Mufasa, Scar, pardon, joue clairement avec un crâne de babouin. Ok. Et pas de lion. Donc ce n'est clairement pas le crâne de Mufasa. Donc ils n'ont pas bouffé Mufasa. Oh là là. Et je finirai donc par ma théorie préférée. Donc je vais reprendre quasiment mot pour mot la vidéo sur Mufasa du Coroner sur la chaîne Chronique Fiction. Ok. Voilà. Donc J'adore cette chaîne. je vous invite à suivre cette chaîne qui est également. excellente. Donc il nous dit donc regarder un Disney nous aide à préserver notre âme d'enfant, ça nous renvoie à l'insouciance. Sauf en 1994. Le Roi Lion, connu pour être un petit Disney, deviendra alors le plus grand succès de tous les temps. Elton John à la chanson originale oscarisée, Hans Zimmer à la musique originale oscarisée, techniquement incroyable, scénario de drame shakespearien, émotions fortes et scènes d'action spectaculaires. Et donc, en plus d'être un grand Disney, Le Roi Lion devient un grand film. Et comme tout grand film, il possède sa scène de mort mémorable, celle de Mufasa. Ah bon Et quand Simba... Ah ouais, Non, désolé pour les spoils. merde. Spoil pas. Il est mort Putain. Et désolé... Bah non, parce qu'il revient là en fait, il sort Ah oui, mercredi. d'accord. Bah oui, j'allais dire c'est pas possible. Et donc quand Simba découvre le cadavre de son père, impuissant dans cette ambiance lugubre, et que son oncle lui fait porter le fardeau de cette sombre histoire, vous ne trouvez pas que c'est un peu hard pour un enfant qui regarde le film ? C'est la première fois qu'on voit mourir un des personnages gentils du film. Le seul qu'on pouvait potentiellement voir, et c'était seulement suggéré, c'était la mère de Bambi. Donc pourquoi ? Eh bien, le but de ce film n'est peut-être pas de faire rêver, mais de faire grandir. On assiste donc à une leçon de vie où on peut aborder la mort et montrer que la douleur n'empêche pas de devenir un adulte épanoui, tout comme la mort de son père va aider Simba à grandir et à devenir roi. La scène révèle que Disney a mûri. Après la mort de Walt Disney, la compagnie passe par une période de léthargie et d'échecs commerciaux. Voilà, donc les années 70, les années 80, jusqu'au milieu des années 80 où une nouvelle direction prend le relais pour tenter de relancer Disney et toucher un public plus large, moins enfantin et donc mûrir. Mais pour grandir, il fallait donc s'affranchir du passé, sacrifier une part de son âme d'enfant et tourner la page sur l'ère Walt Disney. Et avec la mort de Mufasa, Disney fait le deuil de son père fondateur. Et enfin, le film qui suivra Le Roi Lion est Pocahontas. Du coup, on en parlait tout à l'heure, avec des personnages uniquement adultes et une histoire très très sombre qui touche en plus à l'histoire des États-Unis. Donc, si Disney ne va plus faire entre guillemets rêver les enfants, qui va le faire ? Donc, j'en parlerai pas, mais tout ce que je peux dire, c'est que ça commencera par une histoire de jouets. Ok. Voilà. Super ouverture. Est-ce que je peux me permettre une petite anecdote Bien sûr. sur le Roi Lion Ah, mais pour avec faire un plaisir, petit enchaînement ? Il y a à un moment donné une scène où en fait Mufasa est en haut d'une falaise. Je crois que c'est une scène de. Je me souviens, c'est une scène de nuit justement où on voit les fameuses étoiles. Et en fait, il y a un petit peu de poussière qui part de la falaise. Pendant longtemps, on a cru que c'était écrit sexe. Il y a une grande théorie qui dit qu'en fait la poussière forme le sexe. Et en fait, c'est totalement faux. C'est écrit SFX, effets spéciaux. Parce qu'en fait, c'est donc un des monteurs du film, j'imagine, ou un des. C'est tapé une barre. Voilà, qui s'est fait une. Alors, il s'est pas fait un kiff, mais en fait, c'est une génération. Alors, je me suis un peu renseigné. C'est une génération automatique qui, en fait, dans les effets visuels, fait la forme SFX. En fait, c'est un truc par défaut qui est mis sur ce genre de logiciel, qui en fait sa forme SFX. Et en fait, il s'est pas fait chier là pour enlever la Et forme. comme quand tu mets les sous-titres sur CapCut, t'as CapCut qui s'affiche à la fin. Exactement. C'est comme le nez qui forme Voilà, un corps de femme. Oui, voilà, un corps de femme. D'ailleurs, tu parlais de Gepetto. Est-ce que vous savez qu'il prépare un spin-off sur son chat ?
C'est faux. Non, c'est vrai, c'est ChatGPT. Oh là 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 là. Léo, on va enchaîner avec les parcs. Léo, tu vas nous parler un peu des parcs d'attractions qui sont un peu le symbole de Disney qui pour continuer de faire rêver les enfants et la magie de Disney. C'est totalement ça, c'est la continuité des films Disney. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les parcs d'attractions n'ont pas vocation, j'adore cette attraction, c'est mon attraction préférée, mais ça n'a pas vocation à dégager une rentabilité telle que les films, enfin en tout cas c'était pas ce que je cherchais au début Disney. Donc ça commence en 1955 à Anaheim en Californie. En fait ce parc il va révolutionner toute l'industrie parconautique derrière, puisque le parc d'attractions ça existe déjà, hein, c'est déjà extrêmement réputé, que ce soit aux États-Unis mais aussi en Russie. Ah oui pardon. Forcément. Donc voilà, ça révolutionne tout et l'idée c'est vraiment de plonger les visiteurs dans le monde réel de Disney, enfin dans le monde irréel du coup, de Disney. Et ça rencontre un succès mais qui est phénoménal. C'est des millions de visiteurs dès le début. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait les 3 premiers jours le parc a été très vite complet et ont dû refuser du monde, ce qui n'a pas du tout été prévu puisqu'à à l'époque les parcs d'attractions ça fonctionnait pas non plus tant que ça aux États-Unis. Donc fort de ce succès, deuxième ouverture en 71 en Floride, c'est le fameux Walt Disney World. Ensuite en 83 Tokyo Disneyland au Japon. En 92 Euro Disney à Paris. Petite anecdote sur Euro Disney, ça devait être à la base en Espagne, mais le gouvernement espagnol a mis moins d'argent que le gouvernement français pour l'installation du parc. Ils ont eu la vision. Le meilleur investissement du monde. La vision. En 2005, Hong Kong et en 2016, Shanghai Disneyland. Petite anecdote aussi sur les noms de parcs Disney. Pourquoi Walt Disney World et Disneyland pour la Californie? Très bonne question. Walt Disney World World ORLD pour Orlando et Land LA pour Los Angeles. Ok. Voilà. Excellent. Et donc on peut se dire que cette théorie elle est plutôt vraie puisqu'après il y a eu Tokyo Disneyland, bon là ils se sont pas fait chier, et Euro Disney pour l'Europe. Parce que c'était vraiment un parc européen au-delà d'un parc français. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les parcs Disney sont conçus tous de la même manière, avec le château au centre et la première rue qu'on appelle la Main Street. La Main Street, elle est conçue de manière un peu particulière, elle n'est pas droite, c'est les mêmes techniques que le cinéma et le cinéma d'animation. La Main Street est un peu penchée, tout simplement, c'est que quand on sera au fond de la Main Street, on a l'impression qu'elle sera grande avec cette perspective. Ok. Ensuite, les bâtiments de la Main Street sont aussi en perspective forcée, ça c'est vraiment des techniques de cinéma. Le rez-de-chaussée sera à échelle normale, le premier sera même pas à taille d'homme et le deuxième même pas à taille de chien en fait. D'accord. C'est beaucoup plus petit pour donner une impression de grandeur. Ok. On en parlait tout à l'heure, la couleur des châteaux. À Paris, il y a 3 couleurs de châteaux à Disneyland Paris, 3 roses différents pour que ça fasse la même couleur, peu importe la lumière. D'accord. Ensuite, alors désolé, je pars en crise de tout. Il n'y a pas de souci. Je suis vraiment désolé. Nous ramenons la maladie sur le plateau. Donc, pour reparler de la conception, ensuite, les landes sont les mêmes. En tout cas, l'image des landes est les mêmes dans tous les parcs. Bien sûr, elles sont conçues de manière différente. Et à Paris, on estime qu'on a le pire parc Disneyland du monde. C'est vrai ? Pour les fans de parcs d'attractions, mais après, forcément, voilà. Un Américain est sûrement content de venir à Paris. Mais on a le plus petit parc, en tout cas. Il y a la Main Street, on a Frontierland qui est une zone plutôt western, Adventureland, une zone aventure, Fantasyland avec mon attraction préférée qu'on entend en fond, et Discoveryland, la zone futuriste. Et au fur et à mesure des années, Disney a intégré des nouvelles technologies. On parlait de l'introduction de la 3D, et Disney a introduit la 3D dans ses attractions. Ok. Au même moment où elle a introduit la 3D dans ses films.
Ensuite, elle a vraiment créé, et il y a eu aussi un tournant dans les parcs Disney où les franchises sont arrivées. Quand je parle de franchises, c'est des franchises telles que le rachat de Marvel, de Star Wars. Et ça, pareil, aussi bien dans le cinéma que dans le monde du parc d'attractions, les fans de parcs d'attractions ont détesté cette transition, tout simplement parce que, par exemple, à Disneyland Paris, on avait Rock'n'Roller Coaster qui était l'attraction inédite. Qui était, pour moi, une des meilleures attractions de Disneyland Paris. Meilleure attraction. Alors, ils ont gardé le coaster de base, donc l'attraction en elle-même, mais qui ont été refaites en mode Avengers. D'un point de vue grand public, ça fonctionne très très bien. Mais pour les fans, on a perdu toute l'âme de l'attraction. Alors par contre, faire 2 heures de queue pour l'attraction Spider-Man, je pense qu'il faut un petit peu redescendre Disney. Il faut faire quelque chose, s'il vous plaît. Pitié. La dernière fois que j'y suis allé, c'était... Non mais, parce que, juste pour la petite anecdote, je me permets, j'ai fait l'ouverture donc de la partie... donc de la nouvelle partie Marvel au fond du parc. Donc déjà, il y avait 2 files d'attente. Une première pour entrer dans Disney Studios, une deuxième pour entrer dans la partie Marvel. Écoutez bien, 240 minutes d'attente pour aller dans l'attraction Spider-Man. C'est un peu se foutre de la gueule du monde, s'il vous plaît. Mais pourquoi t'as pas pris le pass à 450 € pour pas faire Ah non, mais je comprends. J'aurais dû lâcher 450 €. Trop has-been. Pauvre. Mais oui, en effet, au tout début de Marvel, ça a été tellement un carton public qu'il y avait une queue pour entrer dans la zone Marvel. Pas pour faire les attractions, vraiment pour rentrer dans la zone. Cependant, ça a été une zone alors qui a été totalement réutilisée, mais je trouve que dans l'animation, Disney a su le faire. On va dire que par rapport au dernier merdier qu'ils nous avaient fait sur Walt Disney Studios, voilà, le campus, l'Avengers Campus s'en sort plutôt pas mal. Avec un... Non, pardon, je te laisse enchaîner. Je suppose que tu vas parler du nouveau monde qui va arriver. Alors, j'allais pas en parler, je pensais que ça allait pas vous intéresser, mais je peux en parler. Moi, ça m'intéresse. Le prochain monde de la Reine des Neiges qui va arriver en... Alors, les dates sont approximatives. On parle, beaucoup de rumeurs disent 2026. Oui. Donc 2026, et Disney vient d'officialiser pour les années 2030 la zone Roi Lion. Oh là là. Ah, d'accord. Attention sur la zone Roi Lion, en effet ça fait vendre, mais l'attraction sera la pire jamais faite à Disneyland Paris. Ça va être un remake en fait, ils vont prendre l'attraction Reine des Neiges. D'accord. Mettre un peu de ce qui s'est bien fait dans l'attraction Pirates des Caraïbes, mettre la musique du Roi Lion parce que c'est vendeur. Okay. Et voilà, ça va nous donner cette attraction. Ça va être quoi l'attraction Reine des Neiges Ça va être ce qu'on appelle un towboat ride. Ça va être un peu comme Pirates des Caraïbes. D'accord, ok. Voilà. Plutôt en mode balade, pas speed. Exactement. Okay. Là où par contre le Roi Lion, il va y avoir une chute. Alors là on nous dit le pire c'est quand tu fais 2 heures de queue et au moment où c'est ton tour il y a un problème technique et te font sortir. Classique. Alors les nights ici, on a une petite anecdote. Nous sommes allés faire le train de la mine en fin de journée, il était c'est le dernier. Peut-être 21h30, 22h dans ces eaux-là. Nous, franchement on a fait quoi 3 quarts d'heure, peut-être 3 quarts d'heure, 1 heure de queue. On arrive devant le wagon à 2 personnes du wagon. Problème technique, extinction des feux. On a dû sortir de l'attraction. Il était 22h. Je peux vous dire que là, le cerveau, il est. On était dégoûtés, franchement. Mais attention, on est à Disney, on parle pas de problème technique puisqu'il faut faire rêver. On ne dit pas non à Disney. Un employé ne vous dira. Et d'ailleurs, on n'appelle pas un employé, on dit un cast member. Wow. Un membre du casting. Et ce cast member ne vous dira jamais non. Et il ne vous dira jamais que l'attraction rencontre un problème technique. D'accord. L'attraction est 101. Voilà, c'est le jargon. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, 101. Voilà. 101. Et 102, ça veut dire que l'attraction redémarre. Wow. Okay. Et là, le cast member, donc il y a la partie on stage, donc la partie parc, et la partie backstage. Donc en fait, on fonctionne vraiment un peu comme dans le cinéma, où quand le cast member rentre on stage, il doit se comporter comme un membre du casting, et donc rentrer dans son personnage, et c'est pour ça qu'ils sont tous costumés, tous. L'entertainment. Ils sont trop forts. Exactement. Ils sont trop forts. Et donc, ils sont castés même. Ils sont castés. Ils sont sourcés partout dans le monde. Rien qu'à Disneyland Paris, c'est près de 100 langues qui sont parlées. Wow. Disneyland Paris, c'est 17 000 employeurs. C'est le plus gros employeur monosite de France. 17 000 employés.
Ça ferait beaucoup. Oui, donc sur un seul site, donc. D'accord. Sur un seul site, et on parle pas des emplois, des emplois indirects qui sont générés par Disneyland Ça Paris, explique le qui prix sont à du peu billet. près le double. Donc ils comptent Disney Village. Ouais, Disney Village. Voilà. Ouais. Ok. Donc 17 000 employés vraiment propres à Disney, et après on compte pas les Ils font emplois combien de indirects. visiteurs par an, Disney ? Et donc en 2023, donc en 2022 c'était 9,2 millions, et en 2023 10,4 millions à Disneyland Parce qu'il y a eu un petit down quand même après le Covid. Il y a un gros down limité lié à la limite, alors qu'ils se sont fixé une limite extra légale, Disneyland Paris, mais voilà. Et donc en effet, prochaine zone, même si voilà, moi ça me hype plus Disney en tant que fan de parc d'attractions, quand j'y vais je prends toujours plaisir d'y aller, parce que juste pour les musiques, pour l'univers, pour la lumière, pour tout, pour Space Mountain. Petite anecdote, Space Mountain, Rock'n'Roller Coaster et Goujurix du parc Astérix sont les mêmes constructeurs, Vekoma. D'accord. Voilà. Ok. Super anecdote. Celle-là, elle est à sortir à l'apéro. Exactement. Voilà. Donc en conclusion, Disneyland a révolutionné le monde des parcs, parce qu'ils ont aussi imposé leur méthode de conception, et aujourd'hui beaucoup de nouveaux parcs s'y inspirent. Cependant, ils restent inimitables. Aujourd'hui, la plus grande guerre des parcs d'attractions, c'est Universal versus Disneyland, et ça se joue bizarrement pas dans le premier parc historique de Disneyland qui est mis un peu à l'abandon, mais ça se joue à Orlando. À Orlando, ouais. D'accord. Voilà. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Léo, pour Merci ta beaucoup, chronique. Léo. C'était très intéressant. Mais je vous avoue que moi qui suis pas fan de parcs d'attractions et qui n'ai jamais été à Disney, mais quand j'entends qu'il faut payer très cher le billet et on fait que la queue toute la journée, je suis peut-être aigri, mais ça me donne pas du tout avec envie un d'y aller. fast-pass, parce que alors je crois qu'ils ont été Astérix, créateurs du fast-pass. parce que à Astérix c'est un fast-pass pour plusieurs attractions, si je dis pas de bêtises. Oui. À Disneyland c'est un fast-pass pour une seule attraction. Alors maintenant ils ont développé une offre extrêmement chère, avec toutes les attractions. Le prix du billet, non plus. Je crois qu'il est au double du prix du billet, et c'est des tarifs qui sont flexibles en fonction de l'affluence. Quand tu viens aussi. C'est une folie. Et les restaurants ils sont assez flexibles aussi sur le prix. Je me permets de passer un ils petit sont coup de gueule. inflexibles justement. J'y suis allé il y a pas longtemps. C'était des menus à 50 € dans un parc d'attractions. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. C'est en gros c'est 17 € le hot dog Coca. C'est exactement ça. Ah ouais. Si tu vas aller au restaurant, c'est du 50 balles. Mais tu vas pas. Donc, mais tu ne vas pas au restaurant. Mais ça, c'est des- Petit conseil, prenez votre sandwich. dans le L'entrée sac à du dos. restaurant elle est payante. C'est le fameux cours d'économie à la nono, hein, c'est que il y a que dans le parc d'attractions. Du coup, ils appliquent les prix qu'ils veulent, et le client vient pour rêver. Et il y a une grosse clientèle à l'international. international, aussi, déjà c'est presque seul en Europe. 80%. C'est la valeur ajoutée de Disney. Bien sûr. Puis c'est le seul en Europe, Et donc on est C'est en le seul plus. en Europe. Donc ouais, c'est vrai que c'est. Et même il y a beaucoup d'asiatiques qui viennent en France, alors qu'ils sont servis. Eux, ils ont 2 parcs sur leur continent. Et c'est 3, non 3 Hong Kong, Shanghai et Tokyo. Et c'est les 3 plus beaux parcs, en tout cas selon la communauté Disney fan, c'est les 3 plus beaux parcs du monde. Ouais, parce que le dernier là, celui qui est à Tokyo, c'est ça? À Shanghai. Shanghai, pardon, 2016. Ouais. Celui-là, j'en ai entendu parler dans un reportage. Ça a l'air d'être une Et pure ils dinguerie. continuent d'investir massivement dans ce parc, parce qu'il y a Universal qui s'est installé à côté. Donc, quid aussi, petite ouverture. Aujourd'hui, Universal va s'implanter en Europe. Ok. On ne sait pas où, mais du coup, les fans sont extrêmement contents. parce que Ici ça à va Beauvais. forcer- Ici à Beauvais. Il y a des grosses rumeurs. Apparemment, Universal vient d'acquérir un terrain à plusieurs milliards de dollars, enfin de livres sterling, Où ça? En Angleterre. en Angleterre. Eh ben oui, ils vont se taper à côté d'Harry Potter, tu vois. Incroyable. Et donc, il y a ça, les fans sont extrêmement contents de ça. Ça me forts. hype Non, ils plus sont trop Ouais. Universal. Mais faut pas croire, les prix sont les mêmes. Hein. Ah oui, non, mais je me doute bien. Mais Astérix, disons, c'est moins cher. l'univers, etc., Valeur ça va être vraiment bien. Ok, en plus, ce qui est fou, c'est que les parcs, ils amènent autant de théories que les films quasiment. Il y a eu des faits réels, par exemple, que Walt Disney, dans le premier parc, avait son bureau. En fait, il y avait toujours une petite lumière d'allumée pour signaler aux salariés qu'il était là. Malheureusement, depuis son décès, il est plus là, quoi. Depuis 1966, désolé de vous l'apprendre. Du coup, la lumière est toujours allumée en Parce que hommage son à Walt âme est Disney. là. Exactement, son cette âme est pièce toujours présente dans le parc. Et cette pièce est présente dans tous les parcs Disney au monde. C'est ça. Petite anecdote, dans le premier parc d'attractions Disneyland, donc dans l'attraction Pirates des Caraïbes, je crois, il y a un employé qui est décédé
décédé lors de la conception de l'attraction. Et donc du coup il y a un peu une théorie qui circule comme quoi l'employé entrait un peu l'attraction Pirates des Caraïbes. Mais voilà. Il s'appelle pas Georges par hasard. Georges. Mais c'est Pirates des Caraïbes, c'est pas, la maison hantée. C'est celle que j'ai racontée en off tout à l'heure. Mais c'est un mélange des deux qu'il a raconté là. Non. Parce qu'on parlait des squelettes de Pirates des Caraïbes. Il y a les deux. Oui, il y a aussi, la première qui est pas une théorie, c'est réel. Au début, ils n'arrivaient pas à avoir des squelettes réalistes. Donc dans l'attraction Pirates des Caraïbes, qui était une attraction avant le film, parce que je crois que c'est du 76 l'attraction Pirates des Caraïbes, ils ont pris des vrais squelettes qui ont été cherchés dans une université de recherche. Ils ont mis des vrais squelettes en décor. Mais il y a une autre histoire comme quoi pendant la construction du parc et des attractions, il y a un employé qui serait mort apparemment écrasé par une lourde de chien et il entrait depuis une des attractions. Donc, cette histoire, c'est aussi dans l'attraction Pirates des Caraïbes, il me semble. Je savais pas. Et du coup, ils disent bonjour et au revoir à Georges à chaque fois par politesse, mais pour pas être attaqué. Mais a priori, c'est faux parce que il n'y a eu aucun mort. En tout cas, il n'y a aucun mort recensé dans le parc. Après, peut-être qu'ils ont caché la chose autrement. Et d'ailleurs, il y a les drapeaux américains également dans le parc Disneyland. Et ben, ce ne sont pas des vrais drapeaux américains parce qu'aux États-Unis, mettre un drapeau américain, ça demande une certaine réglementation, c'est-à-dire les lever à telle heure pour jouer l'hymne américain. D'ailleurs, l'hymne américain est joué tous les matins, me semble-t-il, dans le parc Disneyland original. Et du coup, aux États-Unis, il faut allumer les lumières à une certaine heure pour mettre en avant le drapeau. Donc, ils ont mis des faux drapeaux pour pas être obligés de respecter ce protocole. C'est-à-dire des faux drapeaux. Je sais pas exactement, mais il manque des étoiles. Il manque des étoiles, des bandes, c'est pas les mêmes. D'accord, ok. Et d'ailleurs, il y a un fan des parcs Disneyland qui a une collection de plus de 6000 pièces. Et il y a pas longtemps, s'est vendu un wagon Dumbo des années 60 pour 225 000 €. Et a priori, ce serait une grosse star qui l'aurait acheté. Et en parlant de grosse star, apparemment, il y a un club très restreint à Disneyland où seuls les grosses stars ou les invités ont le droit d'aller. Ça s'appelle le club des 33. Ouais, c'est ça. Et en fait, le club des 33, alors c'est pas forcément des grandes stars, mais il y a une liste d'attente de plusieurs dizaines d'années pour accéder au club des 33. J'en ai déjà entendu parler. Ouais. J'ai postulé hier, mais. Dans 30 ans. Mais c'est considéré comme une secte quasiment. Ouais, oui. Parce qu'aux États-Unis, ils ont un peu la culture de ça, mais. C'est ceux qui prennent de la drogue, là, du complot, là. C'est ça. C'est eux, hein. Non, c'est une communauté de fans, je pense, et voilà, ils sont prêts à tout. Par contre, ce qui se fait à Disney, c'est que dans chaque parc, il y a 2 ambassadeurs, un homme, une femme, et ce sont des personnes qui viennent tout le temps au parc, qui sont élues pour représenter ces personnes-là au comité de direction de chaque parc. Eh bien, ce sont les ambassadeurs. Comment on postule? Je crois qu'il faut avoir un passe-saison depuis quelques années. Enfin, il y a une histoire. Ah oui, CV, la thune. Exactement. Bon, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour cette spéciale Disney, messieurs, dames. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie de regarder des Disney. Et c'est vrai que pour la suite, ce qui fait un peu peur, c'est que là, il y a un Pirates des Caraïbes de prévu. Quand on voit le niveau du 5, c'est plutôt inquiétant. On n'a pas parlé, mais Pirates des Caraïbes, énorme succès Disney aussi. Donc voilà, peut-être un petit peu inquiétant par la suite. On va voir Marvel avec Captain America, ce que ça va donner. D'ailleurs, spécial Marvel Captain America en février sur Spin-off. Là, voilà, on vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Regardez plein de films, un maximum. Merci Léo et Léna d'être venus avec nous. Ça fait super avec plaisir grand de vous avoir. J'espère que merci à vous. Si un jour on fait une spéciale Astérix, Léo, j'espère que j'espère que tu nous feras une petite chronique. D'ailleurs, il y a un trailer là qui est sorti aujourd'hui. Chabat, un trailer Chabat, le combat des chefs. Chabat qui était choqué par Spider-Man. C'est une photo, je vais faire un banger, une photo quasi identique à Spider-Man d'ailleurs. Ouais, c'est totalement inspiré. Donc anime qui sort l'année prochaine, je crois. Ouais, en série, c'est février. C'est en série. C'est une série en février. D'accord. Ok. Et ben on a hâte de voir tout ça. Alain Chabat en général, plutôt quali. Et on fera peut-être une spéciale Astérix à ce moment-là. Je pense qu'il y a des choses à dire. Et puis Léo, qui est un assidu du parc, il va nous créer un banger. Si le parc Astérix veut nous inviter pour le podcast, les gars, c'est avec plaisir. Et nous filer des places surtout. Voilà, faites le short. Nous inviter, short TikTok, privatisé. Privatisé. J'en attendais pas tant. On vient de 8h à 10h, voilà, on fait les premiers tests des attractions. On va venir à 10, ça va, c'est pas non plus. Franchement, on va vraiment venir à 10 avec nos places payées comme il faut. C'est ça qui paye les bières. Le podcast en direct de Toutatis, que je ne ferai pas pour des raisons évidentes.
Voilà, merci à tous de nous avoir Merci à regardés. tous. On vous souhaite une de très belles fins d'année. Nous, on se retrouve bonne fête à au niveau du mois de janvier. Je sais pas encore la Courant date. janvier. Je crois que c'est le lundi 13 janvier, si je dis pas de bêtises. Voilà. Merci à tous de nous avoir regardés. Salut. Merci à l'équipe encore une fois d'avoir été avec nous. Ciao, ciao. Joyeux Bonne Noël soirée. à tous. Ciao, ciao. Salut. Spin-off. J'ai un problème. Ouais, mais ça nous fera aussi un tas de souvenirs. Viens parler cinéma avec l'équipe de Spin-off. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le... Sur On Air Radio. On air radio.